Pascal Lafine-Guessant, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à la présidentielle de l'an prochain pour le FPI, mais en 2020, vous avez appelé à un boycott actif parce que le président Ouattara se présentait pour un 3e mandat. Mais si l'an prochain, il se présente pour un 4e mandat, qu'est-ce que vous ferez? Mais nous avons déjà appelé à ce qu'il renonce à ce 4e mandat, parce que déjà le 3e mandat, vous le savez bien, a été assez chaotique. Et depuis, la situation s'est dégradée, aussi bien au niveau intérieur qu'au niveau international. Ce serait un grand risque pour le pays que M. Ouattara soit encore candidat en 2025. Et pourtant, il y a un taux de croissance annuel supérieur à 7%, non? Oui, c'est vrai, mais vous savez, le taux de croissance n'a rien à voir avec la réalité. Sur le plan social, c'est la catastrophe. L'espérance de vie a reculé sous M. Ouattara de 58 à 57 ans. L'indice de développement humain s'est dégradé. Il y a beaucoup de pauvreté. Sur le plan politique, la réconciliation nationale est un échec. Sur le plan de la gouvernance, beaucoup de malversations, beaucoup d'enrichissement illicite, de corruption. Et donc, il y a une forte attente de la part des Ivoiriens au changement. Le RHDP au pouvoir appelle Alassane Ouattara à se présenter l'an prochain. À votre avis, il va y aller ou pas? Oh, je ne crois pas, je ne pense pas, parce que M. Ouattara est bien conscient du risque que cela représente pour lui-même et pour le pays s'il était candidat. Et à votre avis, qui sera le dauphin d'Alassane Ouattara pour le RHDP? Ça, c'est une question interne. Vous avez une petite idée? Oui, j'ai une petite idée, mais je la garde pour moi. On parle du vice-président, Tiemoko Myele-Kone. Évidemment, quand on a été vice-président, on aspire légitimement à être président. Donc ce ne serait pas une surprise si c'était lui qui était choisi comme le candidat du RHDP. Et quelle est votre stratégie en vue de la présidentielle d'octobre prochain? C'est d'y aller seul ou de faire alliance avec d'autres? Oh, vous savez, en Côte d'Ivoire, aucun parti à l'heure actuelle, qu'il soit au pouvoir ou pas, ne peut gagner seul. Nous avons des appels de pied émanant du PPACI, du président Laurent Gbagbo, et il y a donc des frémissements en faveur de ces retrouvailles. Et je suis persuadé que nous allons nous retrouver pour gagner ensemble l'élection de 2025. Alors Laurent Gbagbo n'a pas toujours été gentil avec vous. Quand il est parti avec le PPACI, il a traité votre parti FPI d'enveloppe vide. C'est ça. Mais aujourd'hui, le président Gbagbo se tourne vers cette enveloppe soi-disant vide, ce qui signifie qu'elle n'est pas aussi vide que ça. Parce qu'on ne court pas derrière une enveloppe vide, on ne fait pas appel à une enveloppe vide pour construire un rassemblement. Le président Gbagbo a bien compris que c'est dans ces retrouvailles que nous avons une chance de revenir au pouvoir. Il a lancé un appel depuis Beaunois, il a envoyé plusieurs délégations en notre direction. Et donc, je pense que le moment est venu de nous retrouver et nous allons faire en sorte que ces retrouvailles-là conduisent notre famille politique au pouvoir en 2025. Et vous seriez tous deux candidats en octobre, quitte à vous désister pour le mieux placé pour le 2e tour? Comment vous voyez les choses? Tout cela est à négocier. Juste avant ce déplacement en Europe, nous avons reçu une délégation du PPACI et il est question que le président Gbagbo et moi, nous nous retrouvions parce qu'au-delà de l'accord, il y a une réconciliation à organiser. Et nous nous sommes opposés pour pouvoir rassurer l'opinion, pour pouvoir crédibiliser une quelconque alliance. Il faut d'abord que nous donnions des signaux forts à l'opinion, que nous avons tourné la page des dissensions et cette nouvelle dynamique doit être matérialisée par une rencontre et je pense qu'à l'occasion de cette rencontre, nous allons échanger sur la manière d'aller ensemble à ces élections de 2025. Et si Laurent Gbagbo reste inéligible, que se passera-t-il? Il appartiendra au président Gbagbo de voir quelle posture adopter. Mais ce qui est important, c'est que nous soyons ensemble pour ces élections, soit avec le candidat du FPI soutenu par le PPACI, évidemment étant donné qu'il y a un ticket, ce sont des choses qui se négocient, pour mobiliser l'électorat de gauche afin qu'ensemble nous puissions gagner. Est-ce que l'ancien ministre de Laurent Gbagbo, Charles Blé-Goudé, ne convoite pas lui aussi l'électorat de Laurent Gbagbo et est-ce qu'il ne risque pas d'être pour vous un rival politique? Il est plus jeune, il a le temps pour lui et je pense qu'à l'heure actuelle, il s'agit pour la Côte d'Ivoire de savoir choisir un président qui soit en quelque sorte une passerelle entre l'ancienne génération que le président Gbagbo, le président Alassane Ouattara et cette nouvelle génération dont vous parlez. Et je pense que logiquement, je devrais être le candidat de la transition, le candidat de la passerelle pour permettre à cette nouvelle génération de se renforcer et demain d'assurer la relève. Monsieur le Premier ministre. Quels sont vos projets? Mais d'abord, on revient sur le congrès. Un congrès assez particulier. Vous avez été réélu à la tête de votre parti avec un score quasi soviétique. Que représente pour vous ce nouveau mandat conféré par les militants du Front populaire ivoirien? Mais ce nouveau mandat vise précisément à faire en sorte que le Front populaire ivoirien revienne au pouvoir en 2025.
Et je voudrais vous dire merci de l'occasion que vous m'offrez de m'adresser à vos téléspectateurs et aussi à nos compatriotes. Très bien. Deux de vos anciens camarades, Pierre Godet et Issaka Sangaré, étaient absents de ce congrès. Ce sont vos compagnons de route. Comment vous avez vécu personnellement leur absence? Oh, je crois qu'ils ont fait ce choix de ne pas nous accompagner dans l'aventure que nous allons entreprendre, de préférer que nous restions dans une sorte de partenariat avec le parti au pouvoir, ce qui n'est plus notre ambition. Et donc, ils ont choisi véritablement de s'arrêter, de ne plus continuer la lutte, de ne pas espérer conduire le Front populaire ivoirien à la magistrature suprême. Donc, c'était tout à fait logique qu'il ne soit pas à ce congrès. Justement, est-ce que vous regrettez ce partenariat avec le parti au pouvoir, le RHDP? Or, il ne faut jamais regretter une expérience. Elle vous apporte toujours quelques leçons. Et donc, avec le RHDP, nous avons aussi appris des leçons. Nous avons espéré qu'avec eux, il était possible de réconcilier les Ivoiriens, de faire un parcours ensemble, de mutualiser nos efforts pour gagner ensemble. Mais ils ont fait la démonstration qu'ils sont un parti hégémonique, un parti qui n'a besoin de personne, un parti qui est fermé à la réconciliation nationale. Et donc, nous n'avions plus de raison de cheminer avec eux. Mais il fallait bien faire cette expérience. Et je pense que cette expérience a permis aussi aux Ivoiriens de se faire une bonne idée de ce que c'est que le parti au pouvoir. Après la malheureuse expérience avec le PDCI, ils montrent avec nous aussi que manifestement, ils ne sont pas à la hauteur des défis auxquels le pays est confronté, c'est-à-dire le défi de la réconciliation. Monsieur le Premier, vous êtes un politicien chevronné, un tacticien, vous aurez pu anticiper, n'est-ce pas? Non, pourquoi? Il faut toujours compter sur la perfectibilité des hommes. Il ne faut jamais, je dirais, étiqueter, ostraciser un individu ou une organisation. Les hommes sont capables de perfectionnement, d'évolution, de flexibilité. Et s'agissant de l'intérêt national, il faut toujours compter avec la participation de tous. Voilà. Donc le RHDP est un acteur important de la vie politique nationale. Nous ne pouvons pas l'exclure de nos stratégies pour réconcilier les Ivoiriens et pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Le FPI, c'est deux histoires différentes. Oui, bien sûr, mais s'agissant de la réconciliation... aussi. Oui, mais s'agissant de la réconciliation, c'est une problématique qui devrait rassembler les Ivoiriens. Ce n'est pas partisan. La paix, l'unité nationale, la cohésion sociale, ce sont des données fondamentales, ce sont des fondements de la République. Et donc, par rapport à ces questions-là, logiquement, tous les acteurs politiques devraient être capables de se retrouver. Les spécificités apparaîtraient au moment des choix idéologiques, des choix programmatiques. Mais s'agissant des fondements de la nation, tout le monde devrait pouvoir se retrouver. Très bien, on revient sur le congrès. Issaka Sangaré, votre ancien secrétaire général et porte-parole du parti qui a pris la tête d'un courant au sein de votre famille politique, a présenté ce congrès-là comme, je le cite, le pire de l'histoire du FPI. Il vous accuse de bâillonner vos opposants en interne. Que lui répondez-vous? Je ne sais pas. Le congrès a été ouvert. Et nous avons enregistré près de 4522 participants qui ne sont pas, en tant que parti dans l'opposition, nous n'avons aucun moyen de bâillonner qui que ce soit. Nous n'avons aucun moyen de pression sur qui que ce soit. Le seul moyen que nous avons, c'est notre argumentaire, notre vision. Et c'est cette vision qui est partagée. Par contre, celle de M. Sangaré a été rejetée massivement. Le vote qui a été opéré, c'est d'abord un vote contre le choix qu'ils ont fait. Parce que les militants du Front populaire ivoirien ne peuvent pas comprendre qu'un parti qui est né dans la clandestinité, et donc un parti de lutte, un parti de combat, puisse, je dirais, s'aligner derrière le parti au pouvoir, puisse jeter les armes et considérer que c'est en accompagnant le parti au pouvoir qu'il peut, je dirais, mettre en application son programme. C'est une démarche qui est totalement opposée, je dirais même à la philosophie du Front populaire ivoirien. Nous sommes un parti de lutte et nous nous battons, quelles que soient les circonstances, nous nous battons par rapport à nos idéaux, par rapport à notre vision politique et nous ne pouvons pas du tout, je dirais, abdiquer parce qu'un parti au pouvoir serait, je dirais, tout puissant et, je dirais, prêt à continuer à gouverner. Cette logique-là n'est pas la logique des militants du Front populaire ivoirien et c'est pourquoi ils l'ont rejeté. Pensez-vous qu'ils ont été instrumentalisés par des forces extérieures? Mais il est évident qu'ils sont instrumentalisés. Le parti au pouvoir a intérêt
à ce que le Front populaire ivoirien ne soit pas un adversaire. Le parti au pouvoir a intérêt à neutraliser le Front populaire ivoirien. Et donc, il avait certainement besoin de quelques agents à l'intérieur du parti. Ceux-là ont accepté de jouer ce jeu, mais heureusement, ils sont minoritaires et les militants massivement ont rejeté cette option et ont repositionné le Front populaire ivoirien au sein de l'opposition pour se battre afin que le parti puisse accéder au pouvoir en 2025. Ils sont minoritaires, donc pour vous, il n'y a pas de division au sein de votre parti? Il n'y a pas de politique. division. Ces questions-là sont réglées par les textes du parti. Et nous n'avons qu'appliqué les textes du parti. Donc, à partir du moment où les textes ont été appliqués et que de façon démocratique, ils ont été vaincus, s'ils sont des démocrates, ils devraient logiquement entrer dans les rangs. Maintenant, s'ils décident de faire bande à part, ils sont libres de se positionner, d'adhérer au RHDP s'ils le souhaitent. Monsieur le Premier, vous êtes encore candidat à l'élection présidentielle 2025. Vous étiez candidat en 2015, en 2020. Quelle est la particularité de cette candidature, de cette troisième candidature? Mais la particularité, c'est que nous souhaitons que ce soit la candidature de la victoire, la candidature de l'alternance politique. Et je pense que nous sommes prêts, le pays aussi est prêt, parce qu'il y a une forte aspiration au changement en Côte d'Ivoire. Nous avons l'expérience nécessaire, ça fait plus de 30 ans que nous sommes sur la scène politique, nous avons une histoire avec la Côte d'Ivoire, avec les Ivoiriens. Nous avons participé à toutes les luttes en Côte d'Ivoire pour la démocratie. Et nous avons une vision politique, un programme. Nous sommes une génération, je dirais que je suis une génération qui logiquement devrait accéder au pouvoir pour faire la passerelle entre l'ancienne génération, celle de M. Alassane Ouattara, du président Laurent Gbagbo, et celle qui trépigne d'impatience pour accéder au pouvoir, celle vous êtes de la nouvelle génération, vous n'êtes pas de l'ancienne génération. Non, je ne suis pas de l'ancienne génération, mais je ne suis pas de la nouvelle génération. Je suis une génération intermédiaire et c'est cela mon avantage. Ah bah d'accord. Et pourquoi vous faites confiance en 2025? Pourquoi faudrait voter à Finguessan en 2025? Mais il faut voter à Finguessan parce que c'est l'homme qui a l'expérience suffisante, qui a le positionnement qui permet à la Côte d'Ivoire de faire la transition entre les différentes crises que le pays a connues ces 30 dernières années et une ère de paix et de stabilité parce qu'il est un homme de compromis, il est un homme qui est ouvert à tout le monde, il est un homme résilient aussi parce qu'à travers ces 30 ans de vie politique, les Ivoiriens ont pu mesurer la capacité à résister au choc, la capacité à rebondir. Et la Côte d'Ivoire en a besoin dans ce contexte géopolitique troublé, difficile. Il a besoin d'un homme qui a du cran, qui résiste, qui ne s'écroule pas à la première agression, mais aussi un homme qui a une expérience suffisante, à la fois de la vie politique nationale, une bonne connaissance du pays. Dans 30 ans de vie politique, j'ai parcouru toute la Côte d'Ivoire. Je peux modestement dire que je suis connu dans tous les hameaux de ce pays. Bon, j'ai une expérience gouvernementale, j'ai fait toutes les institutions, depuis le sommet de l'État, ministre, Premier ministre, mais aussi dans les collectivités locales, j'ai été maire, je suis actuellement député, j'ai été président de région, donc je connais les institutions. Et donc, puis j'ai une vision précise, qui est une vision de rupture, une rupture tranquille, mais ferme, parce que le pays a besoin de changement fondamentalement. Le pays a besoin véritablement de changement à la fois de modèle d'État, de modèle de gouvernance, de changement au plan économique, une nouvelle économie basée sur l'industrialisation, sur le digital, de modèle social. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je dirais, a une situation très difficile. L'espérance de vie a reculé, l'indice de développement humain aussi. Nous avons besoin de reconstruire l'école, la santé. Nous avons besoin de nous positionner aussi au plan de la lutte contre le changement climatique. Mais surtout, nous avons besoin aussi au niveau international, au niveau géopolitique, de nouvelles alliances. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à couteau tiré avec tous les pays de la sous-région, le Mali, le Burkina, le Niger. Ouais. Nous avons besoin de renouer nos relations diplomatiques au-delà de la nature des régimes qui existent dans ces différents pays. Très bien. Je veux qu'on revienne un peu sur le volet institution, parce que vous souhaitez une 4e république. C'est ça. Pourquoi faire? Mais pour changer de modèle d'État, pour sortir de la centralisation, qui est synonyme d'accaparement du pouvoir financier, pouvoir politique, qui est synonyme de népotisme, qui est synonyme d'inefficacité, à la fois politique, économique et sociale, pour bâtir
un État décentralisé, avec une nouvelle répartition des compétences, en mettant au centre de l'action politique, économique et sociale les régions, la régionalisation, pour une meilleure distribution des ressources, sur la base du principe de subsidiarité. Ce que les régions peuvent faire, ce que les communes peuvent faire, il n'est pas nécessaire qu'un État envahissant, qui est à la fois entraîneur, joueur, arbitre du jeu politique et économique. Nous n'avons plus besoin de cet État. Il faut une répartition des compétences. L'État doit être un État stratège, un État régulateur, un État qui définit les grandes orientations et qui laisse l'espace et les moyens aux populations, à travers leurs élus locaux, de conduire la mise en œuvre de ce qui relève de leurs besoins quotidiens. C'est cet État-là qui permettra de lutter contre la corruption, de lutter contre aussi le totalitarisme. Aujourd'hui, même pour une simple ambulance, il faut que cela vienne d'Abidjan. Et que pour livrer une ambulance, on organise une manifestation qui va coûter 2-3 millions de francs CFA. Nous n'avons plus besoin de cela, c'est dépassé. Il faut véritablement faire confiance aux populations et à leurs élus. Et donc, c'est ce modèle d'État que nous allons construire et c'est pourquoi nous parlons de la 4e République. On va parler d'un chiffre avec Alexandre dans le domaine de l'alphabétisation, si je ne me trompe pas. Exactement. Bon, je voulais une petite citation de Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante du monde pour changer le monde. C'est ça. Alors, néanmoins, on regarde le chiffre, 47% du taux d'alphabétisation en Côte d'Ivoire, dont 2/3 sont des femmes. Cette disparité, elle s'accentue dans les zones rurales. Alors comment vous voulez faire reculer les frontières de l'analphabétisation, notamment chez les femmes? Mais justement, je crois que c'est une de nos préoccupations, le développement du capital humain. Rien ne peut se construire sans des hommes bien formés. Comme on le dit, il n'y a de richesse que d'hommes. Et donc c'est pourquoi le développement du capital humain est au centre de notre projet politique. Et l'école doit être réformée totalement. Il faut que dans les 15 années à venir, la Côte d'Ivoire puisse, je dirais, atteindre des taux d'alphabétisation qui avoisinent les 100%. Et que dans ce domaine-là, les femmes puissent représenter un élément essentiel. Parce que si nous voulons que la femme prenne toute sa part dans le développement économique et social, il faut qu'elle sache lire et écrire. Il faut qu'elle sache accéder aujourd'hui aux technologies nouvelles de l'information. Donc, l'alphabétisation des femmes sera au centre de notre politique d'alphabétisation. Pour cela, nous allons nous appuyer sur ce que nous appelons les instituts féminins d'éducation et de formation. Chaque sous-préfecture doit avoir une structure pour prendre en charge l'éducation des femmes. Pas seulement leur alphabétisation, mais leur rôle dans la société. Et que ce soit une structure qui puisse aussi non seulement les aider à accéder à la lecture, à l'écriture, mais les aider aussi à s'insérer dans la vie politique. Les encadrer si elles ont envie de développer des activités économiques, qu'elles puissent avoir l'accompagnement nécessaire. Comment formuler un projet, comment trouver un financement, comment gérer une toute petite entreprise. Et tout cela est important parce que aujourd'hui, les femmes sont totalement en marge du développement économique et social du pays, alors qu'elles représentent pratiquement 50%. Donc c'est une société qui marche sur un seul pied. Il faut que les deux pieds soient revitalisés et que la Côte d'Ivoire puisse compter à la fois sur les hommes et sur les femmes. Est-ce que vous comptez nommer, si vous êtes élu, est-ce que vous comptez nommer à Mathieu une femme Premier ministre? Mais de mon point de vue et au Front populaire ivoirien, nous ne faisons aucune distinction entre les hommes et les femmes. C'est le principe de la parité et c'est inscrit dans les statuts du Front populaire ivoirien. Et nous faisons les efforts. Aujourd'hui, je peux modestement dire que nous sommes l'un des rares partis qui accordent le plus d'importance aux femmes. Et donc, pour nous, il n'y aura aucune gêne à ce qu'une femme accède à la primature. C'est une ambition que vous... Oui, c'est une ambition, c'est une ambition. Il faut donner des messages forts, il faut donner des exemples et nous n'hésiterons pas à nommer une femme. De toute façon, au parti, il n'y a pas longtemps, c'était une femme qui était secrétaire générale du parti. Donc, c'est-à-dire la deuxième personnalité du parti. Donc, il n'est pas exclu que demain, nous ayons une femme à la primature avec le Front populaire ivoirien. Avant d'aborder les questions internationales, moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur les alliances électorales. Quels sont vos rapports avec le président Gbagbo? Ils sont partis du PPACI. Est-ce qu'il y a des rapprochements qui se font actuellement? Oui, il y a eu une longue période de bruit. Depuis la chute du Front populaire ivoirien en 2011. Mais ces dernières semaines, après le fameux appel que le président Laurent Gbagbo a lancé depuis Beaunois,
il y a un rapprochement. Nous avons des contacts. Et juste avant ce déplacement en Europe, nous avons reçu une délégation du PPACI qui est venue nous proposer une plateforme de retrouvailles. Nous avons souhaité que le président Gbagbo et moi-même, nous puissions nous retrouver pour donner un message fort dans cette direction. Et je pense qu'il y a donc, je dirais, des frémissements. Et c'est une nécessité. Ces 10 ans ont permis à chacun d'entre nous de mesurer, je dirais, le drame de cette séparation et de prendre conscience de la nécessité d'un rapprochement. Et je me réjouis personnellement de ce que le président Laurent Gbagbo fait ce pas, ait pris cette initiative de faire en sorte que nous puissions nous rapprocher. Est-ce que vous ne serez pas vous retirer au profit d'une candidature unique à gauche? Me retirer, non. Disons, posons d'abord le problème de savoir est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait une candidature unique de l'opposition à gauche. Oui, ce serait l'idéal. L'idéal serait que entre PPACI, FPI, MGC et COGEP, qui appartiennent à la grande famille que nous connaissons, il y a un candidat unique. Ce serait l'idéal. Ce serait la meilleure formule pour aborder 2025. Et comme ça, nous aurions une élection à 3, principalement. Le RHDP d'un côté, le PDCI, et puis nous. Et je suis persuadé, compte tenu de la configuration actuelle du paysage politique, que dans ce schéma-là, nous avons toutes les chances d'accéder au pouvoir. Mais évidemment, c'est l'idéal. Cela dépend donc de la volonté des hommes. Et je suis persuadé que si nous décidons de le faire sur des bases objectives, sur des bases, je dirais, pratiquement scientifiques, bon, je peux dire que le candidat du Front populaire ivoirien devrait logiquement être le candidat de la gauche. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Les primaires. Pardon? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire dans ce cas de faire des primaires, des élections? Non, mais oui, le problème des primaires, ce serait le problème de l'électorat. Qui voterait? Donc ça veut dire que ce serait difficile de trouver le corps électoral pour faire ces primaires, et donc il faut discuter au sommet. Il faut discuter au sommet pour que les uns et les autres fassent valoir les arguments en faveur de tel ou tel candidat, compte tenu du contexte, et qu'on puisse, dans un esprit, je dirais, de pouvoir gagner, choisir le candidat qui réunit le maximum d'atouts pour pouvoir faire gagner le groupe. On parle maintenant d'actualité internationale avec la question de la CEDEAO, Alexandre. Exactement. Alors, Laurent Gbagbo a qualifié la CEDEAO d'instrument de propagande de la France et qu'elle n'a plus raison d'être, je cite. Donc, alors, quelle est votre position pour l'avenir de la CEDEAO dans le contexte des tensions aussi? Non, personnellement, moi, je considère que l'Afrique est un continent en construction. Et cette processus de construction concerne l'ensemble les différentes dimensions du développement national. Qu'il s'agit de la dimension institutionnelle, la dimension économique, la dimension sociale. Nous sommes un continent en construction. Donc même les organisations régionales que nous mettons en place ont besoin aussi de mûrir, ont besoin aussi de s'étoffer. Et donc la CEDEAO peut avoir commis des erreurs de jeunesse, de maturité. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut travailler justement à corriger les insuffisances. D'autant que ces insuffisances sont souvent liées au leadership, qui sont des leaderships qui évoluent. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de chefs d'État à la tête de ces différents pays qui ont certaines capacités, qui ont certaines limites, et ces limites peuvent impacter négativement une organisation internationale comme la CEDEAO. Mais demain, il y aura d'autres leaders qui auront une autre vision, qui auront une autre approche. Et il faut donc s'appuyer sur ceux-là. Il faut espérer l'accession au pouvoir d'un leadership suffisamment éclairé, suffisamment engagé en faveur de la construction africaine pour voir la CEDEAO, elle aussi, évoluer. Et donc, personnellement, moi, je ne jette pas la CEDEAO à la poubelle. Je considère qu'elle est utile. Elle a déjà beaucoup travaillé. Et je pense même qu'en Afrique, c'est la plus grande organisation sous-régionale. Mais évidemment, elle a des faiblesses. Notamment, elle n'a pas suffisamment pris en compte aujourd'hui une question essentielle qui est la question de la sécurité sous-régionale. Elle a donc laissé les pays qui sont confrontés au terrorisme se débrouiller tout seuls.
Évidemment, cela a créé donc une sorte de rupture, parce qu'aujourd'hui, qu'il s'agit du Mali, du Burkina ou du Niger, la question essentielle, c'est la survie de l'État face au terrorisme. Que fait la CEDEAO? Elle n'a pas eu suffisamment d'impact elle n'a pas été suffisante aux côtés de ces pays. À telle enseigne que certains aujourd'hui se sont jetés dans les bras de Wagner. Mais est-ce que c'est une fatalité? Ce sont des choses qui doivent pouvoir se corriger. Mais pour cela, il faut que des pays qui sont aussi puissants comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, au niveau de la CEDEAO, prennent leurs responsabilités. Que les dirigeants de ces pays sachent qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de tous les pays membres de la CEDEAO en matière de sécurité collective, de sécurité régionale, et qu'ils s'impliquent, qu'ils d'abord bâtissent des armées suffisamment solides et que ces armées-là soient à la disposition de toute la sous-région, de manière à ce que ces pays ne soient pas obligés de faire appel à MINUSMA ou à Wagner, mais que sur la base des moyens africains, nous puissions assurer notre défense et notre souveraineté. Karasoli, rapidement. Oui, alors, donc, la victoire de Sonko au Sénégal, est-ce que cela vous inspire? Bien sûr. Bien sûr. Cela signifie qu'aujourd'hui, l'Afrique est mûre pour le changement et que les Africains n'ont plus de complexe. N'ont plus de complexe. Ils font les choix qu'ils souhaitent. Voilà. Ils n'ont plus le complexe de l'étranger, ils n'ont plus le complexe des puissances étrangères. Ils choisissent ceux qu'ils considèrent comme incarnant les aspirations profondes du peuple africain. Et ils le font sans chercher à savoir si ce sont des gens qui ont 20 ans d'ancienneté dans la vie politique, qui ont des milliards en Suisse, à Monaco. Non. Ils choisissent des gens en qui ils ont confiance. Et c'est fondamental aujourd'hui. Parce que cela veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, les Africains ne seront plus les jouets des puissances internationales, qu'ils sont prêts à prendre leurs responsabilités, à choisir les dirigeants qu'ils souhaitent. Et je pense que c'est ce phénomène-là qui va se produire en Côte d'Ivoire en octobre 2025. Avec vous? Certainement. On vous le souhaite. Alors, on va terminer avec un petit jeu. Alexandre, un petit jeu qu'on a l'habitude de faire. Je vous invite à regarder l'écran, ces images, et en quelques mots, ou en un mot, que vous inspirent ces personnes. Donc la première image. C'est qui, bon, là? C'est mon épouse. La force tranquille. La référence. Le soutien. Ah, c'est beau. Image suivante. Image suivante. Le compagnon de longue date, celui avec qui j'ai appris à faire la politique. D'accord. Image suivante. Président Ouattara. Oh, je ne serai pas... c'est le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Chef de l'État. Président. C'est mouillé. On reste diplomate. Image suivante. Tidiane Thiam. Celui en qui le PDCI croit pour le retour au pouvoir. D'accord. Espoir alors. Oui, l'espoir du PDCI. L'espoir du PDCI, oui. Ah, il sort de la Côte d'Ivoire. C'est Trump? Oui, ouais. Donald Trump. Disons, une nouvelle page de l'évolution politique internationale. Si vous êtes élu président, est-ce que comment comptez-vous gérer vos rapports avec le président Trump? Est-ce que c'est une chance pour l'Afrique? Oh, vous savez, l'Afrique n'a pas à chercher des chances en dehors de l'Afrique. Parce que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Oui. Et donc, il s'agit de Trump ou de Biden ou d'Obama hier, on l'a vu, hein, ils sont tous au service des intérêts américains. Et nous devons être au service des intérêts africains. Et donc, c'est dans le cadre, je dirais, d'un partenariat gagnant-gagnant que nous devons, disons, appréhender l'accession au pouvoir de telle ou telle personnalité étrangère. Nous n'avons pas à choisir. Nous faisons avec ceux qui sont là. Et ce que nous souhaitons, c'est que ceux qui arrivent aussi nous considèrent comme des États souverains, des États responsables, et qu'ils acceptent que nous soyons en mesure de défendre nos intérêts. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Vous êtes candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Merci d'être passé dans la... Pascal Affi-Guessa dit que pour lui, c'est le moment de faire la vraie réconciliation avec le président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo a dit que le FPI était un enveloppe vide, qu'aujourd'hui, si le président
vient vers lui, ça veut dire qu'il n'est finalement pas une enveloppe vide. Le problème, c'est que quand on écoute Pascal Affi-N'Guessan, on a l'impression que le cas du président Laurent Gbagbo ne l'intéresse pas. C'est seul son cas qui l'intéresse. Et pourtant, quand on parle d'une alliance, ce n'est pas comme ça. Vous savez pourquoi en 2020, le président Bédié n'est pas parti aux élections? C'est parce que l'alliance qui était signée avec l'opposition voulait que tous les opposants soient là et tous les opposants participent aux élections présidentielles. De manière différente, ça sera difficile de gagner Alassane Ouattara. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, la seule chose qui intéresse Pascal Affi-N'Guessan, selon moi, c'est le fait que Gbagbo ne sera pas candidat pour que lui soit candidat. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est la figure de l'alternance. C'est lui qui est la figure du renouveau. Ce qui fait à ce que sa démarche n'est donc pas sincère jusqu'ici. Est-ce qu'il veut donc avoir une démarche sincère ou rester totalement dans une vision de traître? Aujourd'hui, s'il vient en alliance avec l'opposition, il saura que le combat sera rude et le combat sera long. Tous les opposants vont participer parce que les élections seront inclusives. Parce que s'il commence à se mettre en une posture que Gbagbo ne sera pas candidat, ça veut dire qu'il n'est pas différent du parti au pouvoir. Le parti au pouvoir veut exclure. Et certains opposants ne se gênent pas du fait qu'on veut exclure d'autres candidats. Ça veut dire qu'eux-mêmes étant opposants, ils sont déjà en train d'exclure aussi. Vous voyez, tous ces candidats qui n'ont aucun problème avec le fait qu'on exclut les autres candidats, ce sont des personnes qui démontrent déjà qu'étant opposants, eux-mêmes sont en train d'exclure quelqu'un. Donc s'ils viennent au pouvoir, ils vont encore exclure plus que ça. Voilà pourquoi nous devons dire niet à cette démarche-là. Si vous venez faire, et le président Laurent Gbagbo l'avait dit, ne venez pas en alliance en venant vous jouer les malins. D'ailleurs que l'alliance même, ce n'est pas encore la question. Il y a d'abord aujourd'hui des revendications que l'opposition doit faire. Et dans ces revendications, il faut s'asseoir sur la table pour en discuter. Ici, la revendication n'est pas que le FPI parte soutenir le président Gbagbo Laurent pour qu'il soit candidat. Chaque parti a son candidat. Et chaque parti va soutenir son candidat. C'est devant là-bas qu'on va se regarder et se dire, ok, tu es devant, tu es fort que moi. Donc j'ai besoin de toi pour avancer un peu plus. C'est aussi simple que ça. Il faut donc débattre autour des vrais thèmes. Il faut que Ouattara parte. Il faut que la CEI disparaisse et qu'on puisse reformer la CEI de manière intégrale. Il faut une révision de la liste électorale en 2025. Il faut les inscriptions et tout ce qui va avec en 2025 aussi. Il faut que tout soit fait de manière équitable et juste. Pour tout le monde. Si vous voulez faire une alliance, il faut donc être honnête et vous battre pour ça. Parce que vous ne voulez pas demander à certains opposants qui sont exclus de venir se battre avec vous pour que vous soyez candidat, pour que vous deveniez ce que vous voulez. Vous devez tous être des candidats et maintenant aller affronter Alassane Ouattara. On va voir ceux qui vont être là, c'est-à-dire le deuxième aux élections. Bah c'est lui maintenant qui va s'asseoir pour discuter des alliances et pour voir ceux qui vont aller soutenir sa candidature pour qu'il gagne le président en place. Dans le cas contraire, c'est difficile de vouloir faire autrement en fait. Là, si vous avez écouté ici toutes les vidéos de Pascal Affi-N'Guessan, dites-moi ce que vous pensez.